Bonjour Clémence. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec moi ce matin parce que je voulais te parler de quelque chose qui est dans l'actualité. Les mandats d'arrêt demandés par la Cour pénale internationale contre Netanyahou et Galland et la réponse de certains gouvernements européens, dont la réponse du gouvernement français. Je voulais t'avoir avec moi parce que tu es spécialiste du sujet, avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit pénal international, droit international des droits humains, c'est ça, et droit international humanitaire, et tu coordonnes le groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale pour les droits humains. Donc tu es la personne idéale pour parler de ça. J'ai eu William Bourdon la semaine dernière qui a réagi directement après la CPI. Donc toi, en fait, déjà, ces mandats d'arrêt qui ont pris énormément de temps à arriver, est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette décision de la CPI? Alors, énormément de temps, oui. Après 6 mois, c'est un délai judiciaire qu'on peut considérer comme normal. Ce qui était inquiétant pour les ONG, c'était en comparant avec le délai avec lequel le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine avait été émis, hein, qui avait été un délai beaucoup plus court entre le moment où le bureau du procureur l'avait demandé et le moment où la chambre préliminaire a en effet émis le mandat. Et puis parce qu'il y avait des informations qui laissaient à penser que la Cour pénale internationale subissait des pressions importantes pour ne pas émettre ces mandats d'arrêt. Donc c'était vraiment ça la préoccupation, de savoir si la Cour pénale internationale pourrait avoir l'indépendance de rendre cette décision et de prononcer ces mandats d'arrêt. Donc bien sûr, tout le monde a été rassuré la semaine dernière en apprenant que 3 mandats d'arrêt avaient été émis, et c'est une grande nouvelle pour la justice pénale internationale. Parce qu'on le sait, la CPI, elle était sous le coup d'accusations tout à fait légitimes d'ailleurs. D'une part, pendant les 10-15 premières années de son existence, euh, d'être une cour qui ne s'attaquait qu'à des responsables du continent africain, soit des chefs de guerre, soit des responsables d'État, hein, africains. Et puis ensuite, elle a été aussi accusée d'être une cour au service de l'Occident, qui n'agirait qu'en fonction des intérêts occidentaux. Et les mandats d'arrêt et la célérité avec laquelle ils avaient été émis à l'encontre de deux hauts dirigeants russes, dont Vladimir Poutine lui-même, et de l'autre côté, ce qu'on craignait être les lenteurs ou les pressions, encore une fois, exercées pour se positionner sur la situation à Gaza, sur la guerre à Gaza et aussi sur l'attaque du 7 octobre, étaient vus comme le résultat d'une cour qui ne pourrait pas agir de manière indépendante des intérêts occidentaux. Donc c'est comme ça qu'il faut bien comprendre ces mandats d'arrêt. C'est la première fois que la Cour pénale internationale, en ciblant en particulier Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, euh, envisage de poursuivre des responsables d'État qui sont des alliés de l'Occident. C'est la première fois et c'est en ça que c'était attendu parce que cette cour, il faut le rappeler, hein, quand elle est créée en 1998, c'est une cour qui a une vocation permanente et universelle, au nom du principe que tous les États sont égaux devant le droit international, qu'il n'y a pas des puissants qui seraient à l'abri et des faibles qui s'exposeraient, des États faibles, à des poursuites et à des procès. Donc c'était vraiment ça qu'il fallait rééquilibrer, je dirais, parce qu'il en allait de la légitimité de la Cour pénale internationale, certains disaient même de sa survie, qu'elle s'affirme en tant que Cour pénale internationale, indépendante, impartiale, à l'abri des intérêts d'une partie ou d'une autre de la communauté internationale. Et ce que tu as dit, c'est important parce qu'il y a beaucoup de confusion voulue, souvent, en tout cas de la part des gouvernements par rapport à la CPI et par rapport à ces mandats d'arrêt. Pour être clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que Netanyahou et Galland sont coupables, ça veut dire qu'ils doivent être jugés pour des, pour l'instant présumés, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, c'est ça. Et pour aller plus loin, excuse-moi, concrètement, comment ça devrait se passer? Euh, on va dire, si Netanyahou demain et Gallant, ils partent tous les deux en amoureux, en Espagne, par exemple, qu'est-ce qui devrait se passer concrètement? Quelles sont la marche à suivre logique normalement?
Alors, bien évidemment, on est devant une cour de justice hein, qui a au cœur de ses règles de procédure le droit au procès équitable. Donc, ça n'est pas une condamnation de Benjamin Netanyahu et de Yoav Gallant, c'est d'abord une décision qui consiste à dire, et ça a été clairement énoncé dans le communiqué rendu public par la Cour pénale internationale. Il faut préciser que les mandats d'arrêt, ils sont secrets pour l'instant, donc on n'a pas en détail le raisonnement est factuel et juridique qui a permis de les émettre pour des raisons de protection des sources, et ça c'est primordial. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la Cour pénale internationale a considéré qu'il y avait suffisamment de preuves en l'état, réunies par le bureau du procureur, pour considérer, d'abord sur l'attaque du 7 octobre, qu'elle s'assimilait bien à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et c'est donc ce qui vaut ce mandat d'arrêt. Il y avait 3 mandats d'arrêt qui étaient requis contre des dirigeants du Hamas. 2 d'entre eux sont morts avec certitude. Et Mohamed Def, le troisième, la Cour considère qu'elle n'a pas suffisamment d'éléments pour établir avec certitude qu'il est décédé. Et donc, elle émet ce mandat d'arrêt à son encontre. Et à travers ces qualifications-là, il y a aussi, il faut le rappeler, une sorte de vérité judiciaire ou un début de vérité judiciaire qui se dessine dans la réalité des crimes. C'est important de nommer des crimes. À l'heure où l'on le sait, derrière toute guerre, et peut-être encore plus aujourd'hui que jamais, il y a aussi de la désinformation et de la propagande. Et puis de l'autre côté, la Cour pénale internationale dit il y a aussi assez de preuves pour considérer que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant pourraient être traduits en justice, pourraient être renvoyés en procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et ce sont des faits précis hein, qui sont détaillés par la chambre préliminaire pour dire que l'entrave à l'aide humanitaire, notamment, est constitutif de crimes de guerre. Hein. C'est l'emploi de la famine comme une méthode de guerre qui est clairement prohibée par le droit international humanitaire. La Cour relève aussi, entre autres, qu'il y a eu des attaques qui visaient délibérément la population civile palestinienne. Et ça, là, on le voit aussi, c'est une manière de contrer par le droit, par ses preuves, ce qui est dit par l'armée israélienne depuis le début de cette opération militaire sur Gaza, à savoir que le Hamas est la seule cible. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il doit se passer normalement? Ce sont des mandats d'arrêt qui créent une obligation, et ça on y reviendra, à la charge de tous les États partis au statut de la Cour pénale internationale, ils sont 124 aujourd'hui, d'arrêter Benjamin Netanyahou ou Yoav Gallant ou d'ailleurs Mohamed Def s'ils se trouvaient à voyager et à se trouver sur l'un de ces États. Les arrêter et les remettre à la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que la CPI en elle-même, elle n'a pas de pouvoir de police. Elle n'a pas le pouvoir d'exécuter ses décisions et donc elle repose sur la coopération des États membres. Ça, c'est clé. Il y a dans le passé, tous les suspects qui ont été renvoyés et jugés par la Cour pénale internationale ont été arrêtés par des États et remis ensuite à la CPI. S'ils venaient à être arrêtés et remis à la CPI, il y aurait alors ce qu'on appelle une audience de confirmation des charges. C'est-à-dire que c'est un moment où il serait représenté bien évidemment par des avocats qui auraient accès aux preuves du bureau du procureur, qui ont été réunies selon un principe de contradictoire, qui pourraient réfuter ces preuves, en amener eux de nouvelles à décharge, et une chambre se prononcerait sur le fait de savoir si ces charges doivent être confirmées. Et dans le passé, on a eu des accusés hein, qui ont été arrêtés, remis à la Cour pénale internationale, et contre lesquels les charges n'ont pas été confirmées, donc pas de procès, ils ont été libérés. Si les charges venaient à être confirmées, c'est là où il y aurait l'organisation d'un procès. Les procès à la CPI ils durent des années et il laisserait aussi la possibilité au bureau du procureur de compléter son enquête et d'amener, parce que l'enquête elle continue, hein, elle ne s'arrête pas à mai 2024 au moment où ces mandats d'arrêt ont été demandés. Donc il pourrait amener d'autres éléments de preuve qui seraient encore une fois discutés, débattus dans le cadre du procès qui aurait lieu pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Tu parlais des obligations des 124 pays membres. On va parler plus précisément d'un pays d'où je viens, la France, d'un pays d'où tu habites, je crois, la France. Je vais te lire le communiqué du Quai d'Orsay, vite fait, qui dit que la France respectera ses obligations internationales et que le statut de Rome, texte fondateur de la Cour, exige une pleine coopération avec la Cour pénale internationale. Le communiqué souligne que ce texte prévoit également qu'un État ne peut être tenu d'agir
d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non partis à la CPI. Et là, ils finissent par dire de telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander d'agir. Qu'est-ce que tu réponds à ces déclarations, toi, du Quai d'Orsay et juridiquement, est-ce que ça tient? Alors d'abord, elle est scandaleuse, cette déclaration du Quai d'Orsay, il faut le dire, et d'autre part, elle est fausse juridiquement. Et ça a été unanimement dénoncé hein, depuis qu'on a eu cette position officielle du Quai d'Orsay. D'abord, elle est scandaleuse parce que la France, elle fait partie des 124 États qui sont partis au statut de la Cour pénale internationale. Et qu'à ce titre, elle a une obligation juridique et je dirais même une obligation morale de soutenir la Cour dans son activité et dans ses décisions. Donc on voit bien à quel point ce communiqué, il prend ses distances avec les mandats d'arrêt, il est une forme de désaveu presque des décisions qui ont été rendues. Et ça, en soi déjà, c'est scandaleux parce que la Cour, elle a suffisamment d'ennemis comme cela, je dirais. On sait, hein, les États-Unis, Trump l'a dit, et ils l'ont déjà fait par le passé. Ils s'apprêtent à adopter des sanctions très importantes. Ils ont déjà menacé la Cour dans ses activités. Les États partis, dont la France, doivent soutenir la Cour. Parce que ce qui est là en jeu vraiment, c'est la survie, encore une fois, de cette Cour pénale internationale. Et c'est sa capacité à continuer d'être une Cour qui a pour mandat premier, il faut le rappeler, hein, de lutter contre l'impunité des crimes les plus graves. C'est de ça dont il s'agit. Donc déjà sur ce plan-là, c'est scandaleux. Ensuite, c'est juridiquement faux. Parce que cette question qui est soulevée par le Quai d'Orsay, elle a déjà été tranchée par la Cour pénale internationale à 2 reprises. Donc en fait, on le sait, hein, elle l'a déjà dit à 2 occasions, puisqu'il y a eu 2 précédents. Il y a eu d'abord Omar el-Béchir, chef d'État du Soudan, qui était visé par un mandat d'arrêt pour crimes commis au Soudan, et qui s'est rendu en 2015 en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, à l'époque, qui est partie au statut de Rome, avait refusé d'arrêter Omar el-Béchir et l'avait laissé repartir. Et 2 ans plus tard, la CPI a pu statuer, elle a rendu une décision, et toujours, c'était le même argument qui a été invoqué par l'Afrique du Sud en disant, OK, nous, on est État partie au statut de Rome, mais le Soudan ne l'est pas. Donc, Omar el-Béchir peut jouir d'une immunité des chefs d'État et de gouvernement en tant qu'État non parti. La CPI l'a dit très clairement à l'époque dans sa décision, l'obligation qui s'impose à tout État parti au statut de Rome, donc de mettre à exécution un mandat d'arrêt, même s'il vise un chef d'État ou de gouvernement en exercice, prime sur toute autre obligation, peu importe que la personne visée par le mandat d'arrêt soit membre d'un État parti au statut de Rome ou pas. Voilà. Et puis la CPI, elle l'a dit une deuxième fois, beaucoup plus récemment, il y a un peu plus d'un mois, en octobre dernier, à propos de la Mongolie, parce que Vladimir Poutine, chef d'État en exercice, pareil, d'un État qui n'est pas parti au statut de la Cour pénale internationale, la Russie, s'est rendu en Mongolie. La Mongolie ne l'a pas arrêté. Et la CPI a à nouveau dit, même cause, même conséquence, il y avait une obligation de la Mongolie d'arrêter Vladimir Poutine qui prime sur toute autre obligation. Et donc, c'est le cas aussi pour la France. Donc, que le Quai d'Orsay vienne nous dire ça, alors qu'il y a ces 2 décisions qui ont été rendues, que cette question, elle a déjà été tranchée. Et que, en plus, elle est logique, ces 2 décisions au regard du droit. Adhérer à la CPI, c'est considérer qu'il n'y a pas d'immunité pour les chefs d'État en exercice et de gouvernement. C'est un des principes fondateurs, un des principes aussi novateurs de la Cour pénale internationale, c'est le fait de dire personne ne doit être à l'abri de poursuites parce qu'on parle des crimes les plus graves que sont le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Donc, on adhère au statut de Rome et ça veut dire qu'on adhère aussi à la théorie selon laquelle on ne peut plus avoir d'immunité pour les chefs d'État en exercice et de gouvernement. Donc la France, si tu veux, cette décision, encore une fois, cette prise de position de la France, elle est inacceptable sur un plan moral et sur un plan juridique, elle est fausse. Mais du coup, ma question, c'est comment ça se passe? Est-ce que, imaginons que la France ne revienne pas sur ses déclarations,
imaginons que Netanyahou, parce qu'il adorerait, j'imagine, montrer à quel point il est puissant, dise je vais aller en France pour montrer qu'on n'en a rien à faire de la CPI. Est-ce que même si l'État français dit qu'il a une immunité, est-ce que la justice française ou un juge français pourrait quand même prendre le dossier et, et, euh, et l'arrêter? Voilà, c'est une question, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Effectivement, tu fais bien de le mentionner, c'est-à-dire que si Benyamin Netanyahou venait à voyager demain en France, c'est pas l'État français qui prendrait cette décision, c'est la justice française, comme ça a déjà été le cas et comme c'est prévu dans l'accord de coopération avec la CPI. Et la justice française, elle a déjà et très récemment pris une position. Alors c'est un dossier qui n'a pas été définitivement tranché, mais le 26 juin 2024, donc tu vois, il y a quelques mois, la Cour d'appel de Paris a considéré, a validé un mandat d'arrêt qui avait été émis par la justice française contre Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, c'est le chef d'État syrien en exercice. En considérant, donc là, c'est pas Bachar el-Assad, il n'était pas poursuivi par la Cour pénale internationale, hein, mais par la justice française dans une affaire qui concerne le recours aux armes chimiques par le régime syrien contre la population syrienne. Et dans cette affaire, des juges d'instruction avaient considéré qu'il fallait émettre un mandat d'arrêt contre lui pour crime contre l'humanité, et ça a été validé par la justice française en disant ce principe d'immunité, il ne peut pas tenir des chefs d'État en exercice au regard de la gravité de certains crimes. Donc la justice française, elle a déjà évolué sur ce sujet, encore une fois à l'encontre d'un suspect qui n'était pas visé par la CPI. Donc on peut imaginer que la justice française, elle prendrait une décision, encore une fois, qui serait dans la droite ligne de ce que la CPI a déjà dit et de ce qu'elle-même a déjà considéré s'agissant de Bachar el-Assad. Donc ça sera à la justice française de se prononcer si Benjamin Netanyahou venait à se rendre en France. Mais là, on voit bien hein, que c'est des considérations aussi politiques et diplomatiques qui viennent prendre le pas, qui sont encore une fois scandaleuses, hein, mais c'est bien évidemment ce qui motive aujourd'hui cette position ambiguë, scandaleuse du Quai d'Orsay français. Est-ce que la France devrait rectifier ses déclarations, d'après toi? Parce qu'on a entendu le Quai d'Orsay, mais on n'a pas vraiment entendu ni vu Macron tweeter ou quoi que ce soit par rapport, parce qu'il aime bien tweeter, ou Xer, je ne sais pas comment on dit maintenant, par rapport à cette décision. Oui, mais bien sûr, c'est urgent de le faire parce que c'est incompréhensible. On attend de la France qu'elle soutienne la Cour pénale internationale et qu'elle soit l'un des États parmi d'autres, hein, mais qui soutiennent fortement ces mandats d'arrêt. Ce qu'il faut pas oublier, hein, c'est que le droit international, c'est pas juste, si tu veux, des traités ou des conventions faits par une bande d'idéalistes pour essayer de faire en sorte que le monde soit meilleur. C'est concrètement, c'est quoi derrière? C'est un projet de dire, il faut protéger nos populations contre les crimes les plus graves. Il faut faire en sorte que ça ne se répète pas. C'est aussi des idéaux qui ont une approche très pragmatique de dire c'est le meilleur moyen d'assurer la paix et la sécurité mondiale. Donc, d'avoir une vision de deux poids, deux mesures, de je soutiens le droit international quand ça m'arrange et puis je le bafoue quand ça m'arrange pas, c'est mettre en danger l'ensemble du système du droit international. Et donc, qu'est-ce qui fera demain qu'on pourra se protéger, nous, d'une agression comme celle de la Russie en Ukraine, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, si on n'est pas capable, devant d'autres situations, de dire il faut respecter le droit international. Rappelons-le, hein, derrière ça, il y a des règles très concrètes. C'est de dire, dans une guerre, tout n'est pas permis. Les civils ne peuvent pas être ciblés. On n'a pas le droit d'affamer des personnes, quelle que soit la justification de la guerre au départ. Donc tout ça, c'est des règles fondamentales qui visent à nous protéger toutes et tous en tant que membres de l'humanité. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Que si on commence à dire je ne défends plus ces principes-là à Gaza, mais je les défends en Ukraine, qu'est-ce qui fait que demain, s'il y a un conflit qui touche le sol européen, qui nous concerne nous, Françaises et Français, on pourra invoquer ces règles-là pour se mettre, nous, à l'abri de l'arbitraire et de la perpétration de ces crimes. Donc il y a bien aussi un intérêt pragmatique, c'est pas encore une fois juste des grands idéaux. Et ça, il faut bien l'avoir en tête et de se dire que le droit international, il n'est pas négociable et il n'est pas à géométrie variable. En fait, tu as amené ma dernière question de manière magnifique. Ma dernière question, c'était à quel point, à ton avis, plus d'un an de génocide à Gaza a miné
ce système international qui a pourtant été créé par les pays occidentaux. Pour une juriste comme toi, une spécialiste, à quel point ce qui se passe depuis un an est quelque part catastrophique en fait. Bah, c'est catastrophique, oui, à 100%, je dirais. On le voit bien, hein, c'est tout un système qui est en train de s'effondrer, encore une fois, parce que il est considéré comme à géométrie variable et comme invocable quand ça sert des intérêts diplomatiques ou stratégiques, et qui sont des intérêts de court terme en plus. Vraiment, c'est n'avoir aucune vision sur le long terme, de penser qu'on peut laisser passer ces crimes atroces qui sont en train d'être commis au nom de la préservation d'intérêts ou d'un allié israélien qu'il faudrait protéger à tout prix. C'est une erreur fondamentale. Et ça mine, et ça va miner à très long terme la crédibilité des Occidentaux, mais aussi la crédibilité du droit international et du système international qui était encore une fois censé promouvoir notre paix et notre sécurité collective. Moi, le seul rayon lueur d'espoir, si tu veux, que j'ai vu depuis le 7 octobre 2023, c'est quand l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice. Parce que c'est un État du Sud global qui vient dire, eh bien moi je vous prends au mot, occidentaux, vous nous avez parlé, vous avez promu et vous avez en quelque sorte aussi conçu ce système basé sur le respect du droit international. Eh bien là, vous êtes pris en flagrant délit du deux poids, deux mesures. Il doit s'appliquer pour tous. Et c'est moi, Afrique du Sud, qui vais aller porter cette affaire au nom de la conscience humaine, au nom du fait qu'on appartient tous à la même humanité. Je vais la porter devant la Cour internationale de justice pour faire valoir le droit international pour les Palestiniens qui sont aujourd'hui privés de leurs droits et de la possibilité de le faire. Et donc ça, pour moi, c'était un grand message aussi à adresser qui aurait dû changer la donne et qui aurait dû aussi vraiment envoyer le bon message aux Occidentaux de dire arrêtez de vous compromettre dans ce soutien inconditionnel à l'État d'Israël, vous êtes en train d'y perdre votre âme. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Et comment nous, juristes, avocats, défenseurs des droits humains, allons demain pouvoir défendre ce droit international, son application pour toutes et tous, sachant qu'il est aujourd'hui bafoué et utilisé, encore une fois, en fonction d'intérêts à court terme et d'intérêts exclusivement occidentaux. C'est tout à fait pitoyable. Merci beaucoup, Clémence. C'était vraiment très très clair et très précis et je pense que ça va éclaircir beaucoup de gens. Donc merci encore. Merci à toi, Franck. Merci beaucoup.